Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours qui, comme la dernière fois, sera complété par la présentation d'une nouveauté à apparaître cette semaine. Donc je commence par l'épisode des lectures en cours qui sera composé de 7 titres. Il y aura un shoujo, 3 shonen et 3 seinen. Je commence avec le seul shoujo de cette vidéo. Il s'agit du second tome de La Maison du Soleil de Tahamo, publié chez Pika. La série est terminée en 13 tomes. Le 3e tome est annoncé pour le 17 mai et le 4e tome pour le 5 juillet. Alors le premier tome m'avait laissé assez sceptique, j'en étais un tout petit peu déçue du fait que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus émouvant au vu du synopsis, au vu de l'histoire. Je m'attendais vraiment à verser ma petite larme un petit peu comme dans Perfect World et ça n'a pas été le cas. Je me suis plutôt retrouvée face à un shoujo somme toute assez classique, un tout petit peu différent du fait que tout de même les personnages vivent quelque chose d'assez compliqué, mais c'était pas non plus fou. J'attendais ce second tome au tournant dans le sens où vraiment j'avais envie de voir si l'histoire allait un petit peu plus loin dans l'émotion. Ce ne fut malheureusement pas trop le cas. Dans ce second tome, on se concentre plutôt sur le côté justement romance qui n'avance pas puisque l'héroïne a déclaré sa flamme à Hiro et celui-ci est un petit peu choqué. Du coup, elle a fait marche arrière en disant non mais c'était une blague et en fait elle se rend compte que une des collègues de Hiro est tombée amoureuse de lui et malheureusement en fait c'est une fille qu'elle ne peut pas détester puisqu'en fait ça va devenir rapidement une amie. Et là, c'est un petit peu le dilemme de choisir entre le mec qu'elle aime et la fille avec laquelle elle s'est liée d'amitié et qu'elle apprécie énormément, qu'elle ne veut surtout pas blesser. Et en même temps, elle ne peut pas l'encourager à faire sa déclaration à Hiro, tout simplement parce qu'elle est encore elle-même éperdument amoureuse de lui. Donc il n'y a pas énormément de surprises dans ce tome puisqu'on le voit venir gros comme une maison, ce qui va se passer au fil des événements. Après c'est un tome qui était assez sympathique, voilà. C'est un shoujo que je classe dans les shoujo sympathiques mais sans plus et absolument pas indispensable ni original. Donc voilà, c'était pas mal mais sans plus, c'était une bonne lecture mais que je recommande pas spécialement. Je passe à présent au shonen et là je vais vous présenter 3 shonen qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Je vais commencer avec celui qui n'est pas un flop mais disons que très clairement pour moi la série est en dents de scie. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, mais pour moi le phénomène il s'arrête clairement au premier tome. Il s'agit du tome 4 de Platinum End de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, publié chez Kaze dans leur collection Shonen Up. Donc la série est toujours en cours au Japon avec pour l'instant 5 tomes de parus. Le 5e tome est annoncé en France pour le 31 mai. Donc le rythme de parution de la série est assez rapide. Du moins Kaze suit bien la parution japonaise et ça c'est franchement top parce que du coup on n'attend pas des masses entre chaque volume. J'ai fait une vidéo sur le premier tome qui pour moi était vraiment très bon. Le second tome redescendait d'un cran, le 3e tome était meilleur que le second et là ce 4e tome, pour moi ça redescend encore d'un cran malheureusement. J'ai vraiment l'impression que c'est un tome oui, un tome non avec cette série me concernant et ça m'a un petit peu déçu. Dans ce 4e tome, très clairement l'histoire n'avance pas, on va se dire les choses franchement. Au niveau des combats, oui il y a la fin du combat contre Metropoliman, mais c'est tout. On a Mirai qui va voir le visage de Metropoliman, on se dit qu'enfin ça va apporter quelque chose de nouveau. Et bien non, parce qu'il ne connaît pas ce personnage et ce personnage cache encore son identité même si nous on sait qui c'est depuis le premier tome. On va avoir un petit passage flashback de l'enfance de Mirai avec Saki. Ça n'apporte pas grand chose de plus qu'on ne savait déjà. Donc voilà, personnellement j'ai pas été hyper emballée par ce tome. La seule chose qui pour moi rattrape le tout c'est encore une fois le dessin, parce que c'est un dessin que j'apprécie énormément, mais au niveau du scénario ça pêche un petit peu, voilà. Autant Death Note je trouve que c'était génialissime au niveau de l'histoire, même si c'était un petit peu lourd au niveau des textes qu'on avait absolument partout. Le dessin suivait, l'intrigue était intéressante jusqu'au bout même si la fin c'est un petit peu discutable, mais là on est sur quelque chose, on va le dire encore une fois très franchement, c'est pas hyper original ni hyper novateur. On a déjà vu un petit peu ce genre de choses dans de précédents mangas. Je pense notamment à Mirai Nikki, voilà, entre autres, pour ne citer que lui. Donc les dessins rattrapent le tout et on a quand même envie de savoir qui va devenir à la fin, qui va tuer tout le monde et devenir plus ou moins le nouveau dieu.
Mais franchement, c'est une série que je me tâte un tout petit peu à arrêter. Je la continue vraiment parce que c'est les deux auteurs de Death Note, parce que les dessins sont top, parce que l'univers peut donner quelque chose d'intéressant, et parce que j'ai foi finalement en les auteurs de donner quelque chose de meilleur pour la suite de la série. Je passe à présent à un gros coup de cœur shonen. Il s'agit du 20e tome de Prisonnier Riku qui s'appelle Évasion de Shinobu Seguchi. C'est publié chez Akata, donc la série est toujours en cours au Japon avec 32 tomes de parus. Le tome 21 est annoncé pour le 11 mai et le tome 22 pour le 13 juillet. Immense coup de cœur pour ce tome 20 de Prisonnier Riku que j'attendais de pied ferme parce que tout simplement, comme le dit le titre, c'est l'évasion qu'on attend depuis moult tomes et on a envie de voir est-ce que ça va aboutir ou pas. Bien évidemment, je ne vais pas vous révéler si l'évasion se passe bien ou pas. Il y a beaucoup de rebondissements dans ce tome et vraiment, il y a encore une fois des choses qu'on ne voit absolument pas venir, qui vont prendre de court complètement nos personnages, même les plus aguerris et même ceux qui pourtant avaient absolument tout planifié. Il y a toujours le petit élément perturbateur, le truc que tu ne peux pas le voir venir parce que c'est le genre de personnage, un nouveau personnage que tu ne peux absolument pas imaginer qu'un tel gars se trouvait dans la prison. Le suspense est à son comble jusqu'à la toute fin du tome où tu ne sais pas s'ils vont réussir à s'évader ou pas. Et j'ai trouvé le suspense vraiment bien maintenu. Il y a des petits moments au début d'en revoir pour les personnages parce que ça y est, c'est l'évasion, c'est le jour J. Du coup, ils font tous un petit peu leurs adieux. On voit déjà qu'ils pensent à l'avenir. Ils ont tous des projets bien définis pour l'extérieur. Certains, c'est la vengeance. Certains, c'est de retrouver des proches. Certains, c'est tout simplement d'essayer de recommencer une vie plus ou moins à zéro. Et en fait, voilà, on a tout qui se passe dans ce 20e tome et je vous recommande vivement la série juste pour la lecture de ce 20e tome en fait. Ça vaut très clairement la lecture de cette série. Pour moi, c'est le meilleur tome de la série parce que c'est celui finalement qu'on attendait le plus depuis le départ, depuis le tome, alors je dirais pas depuis le tome 1 mais depuis le tout début de la série. Les personnages ont pour ambition de s'évader pour différentes raisons et tout se concrétise dans ce 20e tome. Alors je comprends mieux, suite à la lecture justement de ce tome, pourquoi la série peut encore continuer pendant une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine de tomes. Mais franchement, j'en suis absolument pas déçue. Je continuerai la série avec plaisir, même si celle-ci est très longue. C'est violent, c'est sans pitié, c'est pas trop, enfin, c'est pas hardcore non plus, mais c'est vraiment une lecture que je vous recommande si vous cherchez un très bon shonen. Je conclus niveau shonen avec un titre qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Il s'agit du 3e tome de la série Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi, publié chez Kiyun dans leur collection Seinen, même si c'est un shonen. Donc la série est terminée en 11 tomes. Le tome 4 est annoncé pour le 11 mai, le tome 5 pour le 6 juillet et le tome 6 pour le 21 septembre. Et ce 3e tome est le dernier qu'on a avec une couverture blanche. Je vous invite à aller par exemple sur Manga News, vous pouvez avoir un aperçu des couvertures des tomes 4, 5 et 6 qui sont complètement noirs avec le personnage qui ressort d'une couleur, il me semble c'est rose, vert, bleu, quelque chose comme ça. Donc c'est des couvertures vraiment très différentes de celles qu'on a eues pour le début de la série. Gros coup de cœur là encore. Quand on voyait la fin du second tome, on s'imaginait que c'était plus ou moins fichu pour des protagonistes, vu ce qu'ils avaient fait dans le second tome de la série, et on se demandait vraiment comment ils peuvent s'en sortir et continuer à avoir une vie plus ou moins normale après ces événements. Bien évidemment, ça ne va pas être facile pour ces personnages parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, même si on avait un petit peu d'appréhension pour eux, qu'ils s'en prennent plein la gueule dès le début du tome. Ce n'est finalement pas le cas, du moins pas immédiatement, et j'ai adoré parce que le personnage de Nanako, c'est un personnage qui est ultra surprenant, un petit peu comme Marie dans la série Dans l'intimité de Marie du même mangaka. C'est un personnage qui, bon, en plus lui ressemble physiquement, mais qui est vraiment très difficile à cerner et qui est vraiment très surprenant dans ses choix et dans ses actions. Contrairement à Platinum End où je vous dis qu'il se passe pas grand chose et que l'histoire n'avance pas, là l'histoire avance, les personnages font des choix qu'ils vont peut-être regretter par la suite, mais au moins il se passe quelque chose. Je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. J'ai vraiment adoré ce 3e tome. Alors par contre, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ma lecture de ce tome, mais je tiens à dire, voilà, petite parenthèse qui n'a rien à voir,
que ça y est, les haters se mettent à spoiler les Fleurs du Mal. C'est complètement n'importe quoi. J'ai eu droit à un petit message privé via Facebook, il me semble, que j'ai immédiatement supprimé, d'un espèce d'abruti fini qui en gros pensait me révéler un truc de dingue sur le 4e tome. C'est peut-être un spoil, ça je ne sais absolument pas vu que le 4e tome n'est pas sorti et que je ne lis pas les scans, mais j'étais un petit peu en mode mais t'es con ou quoi, parce que très sincèrement si pour toi c'est le spoil de l'année, eh ben t'as rien compris à l'histoire parce que c'est pas ce qui nous intéresse dans ce manga. Je ne vais bien évidemment pas vous révéler ce que cet imbécile m'a dit dans son message privé que j'ai immédiatement supprimé, soit pour vous dire que bon, ça y est, les haters se mettent à lire autre chose que les gros shonen à la mode. Ça fait plaisir finalement, les gens commencent à lire autre chose. C'est vraiment un titre que je recommande, c'est très particulier, ça peut vous paraître pas spécialement tout public, c'est un peu pervers, un peu en dehors des sentiers battus, mais c'est franchement une très bonne lecture que je vous recommande vivement. Je passe à ma partie préférée de la vidéo puisque je vais vous parler des seinen, et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que les seinen c'est vraiment mon genre de manga préféré. Je vais commencer avec le 6e tome de One Punch Man de One et Yusuke Murata, publié chez Kurokawa. Donc la série est toujours en cours au Japon avec 13 tomes de parus et le tome 7 est annoncé pour le 8 juin. Je l'ai trouvé très dynamique, très fun, vraiment, franchement il y avait des scènes à mourir de rire. Après, un petit peu comme Platinum End, j'ai l'impression que le côté phénomène, nouveauté, ça s'estompe assez vite. C'est une série que je continuerai pour l'instant avec plaisir parce que franchement c'est toujours des barres de rire, c'est un moment de divertissement. Les dessins, notamment bien évidemment les combats, sont toujours aussi bien foutus, même s'ils sont très rapides comme on s'en doute. Au niveau de l'histoire, ça casse pas trois pattes à un canard. On est toujours dans des invasions qu'il faut contrer, là c'est des invasions aliens. Et j'aime beaucoup justement les espèces d'aliens qui vont descendre sur Terre pour détruire la Terre, hein, comme toujours. On a toute la présentation des héros de classe S, et on en a 2 qui sont absents. Et voilà, je sens que ça annonce quelque chose d'assez sympa pour la suite. Donc j'ai vraiment bien aimé ce 6e tome de One Punch Man. Je vous recommande toujours autant la série. C'est pas le seinen du siècle, parce que bon, au niveau du scénario, l'auteur se foule pas trop jusque là. Mais c'est un bon divertissement et surtout, voilà, on se prend toujours des barres de rire. Une sortie que j'attendais énormément, il s'agit de celle du 4e tome de Crossle et Cray de Clamp, publié chez Pika dans leur collection seinen. Et avec ce 4e tome, nous avons rattrapé la parution japonaise. Il faudra être donc très patient pour avoir la suite et ça va être compliqué d'être patient vu la fin de ce 4e tome qui est genre complètement dingue, la révélation finale sur la toute dernière page qui vous laisse vraiment sur votre faim. Il n'y a pas que ça dans ce 4e tome, il n'y a pas juste la fin qui était bien, il y a tout le contenu de ce tome qui rejoint complètement l'histoire de Tsubasa World Chronicle, qui rejoint complètement les événements. D'ailleurs je crois que c'est du dernier tome de Tsubasa World Chronicle que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, et j'ai adoré parce que justement ça fait complètement écho. Encore une fois on voit que tous les clans sont plus ou moins liés, du moins certaines séries de clans. Pour rappel, Cardcaptor Sakura, alors Gate 7, j'ai un doute, mais le personnage de Gate 7 se retrouve dans Tsubasa World Chronicle et du coup se retrouve dans ce tome 4 de Crossle et Cray. Et voilà, les univers de Cardcaptor Sakura, de Tsubasa Reservoir Chronicle et de Crossolic, tout ça, toutes les histoires se mélangent un petit peu entre elles grâce notamment à la sorcière des dimensions qui ne fait plus partie de l'histoire suite à certains événements, et Watanuki la remplace dans la boutique. Tous les événements du tome, on se rend compte qu'ils ont une incidence sur la suite des événements, que ce qui se passe au début du tome, que le client qui a posé ça dans la boutique, qu'il a échangé contre ça, et bien ça va avoir des répercussions sur ce qui se passe après, et ça franchement j'adore. Je vous montre un petit peu côté édition, c'est vraiment dingue ce que fait Pika avec cette série. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Crossolic c'est vraiment mon clamp préféré et du coup je suis hyper fan de Crossle et Cray, que je recommande vivement. Même bon, c'est mieux si vous avez lu les autres clamps plutôt que de commencer par celui-ci. Ça se lit hyper vite par contre, comme beaucoup de clamps. J'ai l'impression que les clamps se lisent relativement vite, mais vu les événements, vu tout ce qui s'y passe,
Ça donne vraiment envie de découvrir la suite. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ce 4e tome et j'ai hâte qu'on ait une date pour la sortie du tome 5. Dernier seinen de cette vidéo avant d'attaquer la présentation de la nouveauté. Il s'agit du 6e tome de l'ère des cristaux de Haruko Ishikawa et c'est publié chez Glénat dans leur collection seinen. Avec ce 6e tome, nous avons rattrapé la parution japonaise et là, c'est même plus de la patience qu'il va nous falloir, c'est pire que ça. Parce que là encore, la fin de ce tome, elle est genre, mais... Enfin, tu te rends compte que ça va changer pas mal de choses pour la suite de l'histoire et t'es vraiment juste deg de pas avoir de date pour la sortie du tome 7 parce qu'il est toujours pas sorti au Japon. Et du coup, il faut prendre son mal en patience. Heureusement qu'il y a plein d'autres lectures à faire parce que vraiment, sinon ça serait très compliqué. J'ai fait une vidéo complète sur les 5 premiers tomes. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'est un univers qui est très complexe, qui est très à la fois épuré, poétique. Et c'est compliqué de vous parler du coup de ce 6e tome sans vous spoiler complètement ce qui s'est passé auparavant. Donc ça suit complètement la continuité des événements du 5e tome. Il y a encore une fois pas mal d'affrontements avec les Séléniens. Ça donne toujours lieu à des changements au niveau des cristaux qui sont intéressants. On a la période de l'hiver qui doit revenir et si vous avez lu le début de la série, vous savez que la période de l'hiver c'est un truc assez bizarre et surtout qui peut donner lieu justement à des moments où ils sont un petit peu... fragilisés et où du coup ils peuvent se faire plus facilement attaquer. Le personnage de Foss va subir un changement capital dans ce 6e tome qu'on verra du coup dans le prochain tome et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qu'on voit beaucoup dans ce 6e tome et j'ai adoré. Je vous montre la page couleur qu'on a au début du tome qui présente les personnages. C'est une série qui très clairement ne plaira pas à tout le monde de par son graphisme très particulier et de par son histoire qui n'est pas des plus évidentes à suivre. Je vous avoue, ça demanderait parfois une relecture du précédent tome avant de lire le nouveau tome, mais sincèrement, c'était pour moi une très très belle découverte, c'était un immense coup de cœur de l'année dernière, oui, de l'année dernière. Je vous recommande vivement cette série si vous ne la connaissez toujours pas. L'épisode des lectures en cours est à présent terminé. Je passe à la présentation de la nouveauté manga à paraître cette semaine. Je l'ai reçue la semaine dernière en service presse grâce aux éditions Komiku que je remercie encore une fois pour leur envoi. Il s'agit des 2 premiers tomes de la série La petite fille aux allumettes de Sanami Suzuki, publié donc chez Komiku. Il s'agit d'un seinen de genre aventure fantastique et qui compte 5 tomes toujours en cours au Japon et les 2 premiers tomes sortiront simultanément le 30 mars. Alors c'est une série que j'avais repérée de par ses couvertures qui sont genre complètement dingue, on ne peut pas passer à côté, mais j'étais un peu sceptique de savoir si justement ça reprenait le conte du même nom ou si c'était différent. Alors ça se veut comme étant une réécriture moderne du conte La petite fille aux allumettes, qui est un conte qui, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande de le lire tout de même avant de lire ça, pour faire un comparatif. Vous pouvez le trouver gratuitement en ligne, c'est un tout petit conte, ça prend même pas 10 minutes à lire, et ça vous permet vraiment de voir qu'il y a des similitudes, mais que c'est un tout petit peu moins funeste tout de même, parce que l'histoire, le conte de base, c'est vraiment une histoire qui est triste. On va pas se mentir, l'histoire de la petite fille ou la petite marchande, je crois qu'il y a 2 noms possibles d'allumettes, c'est quelque chose qui n'est pas hyper joyeux. On est sur quelque chose de tout de même différent et d'un peu plus fantastique et surtout d'un peu plus fun. Donc au niveau de l'histoire, on va faire la connaissance de Rin, qui est la jeune fille que vous voyez sur la couverture, vous vous en doutez, c'est la petite fille aux allumettes qui vend des allumettes chimériques en échange d'une année de vie. Donc une année de vie, on se dit que c'est pas cher payé puisqu'en fait en craquant ces fameuses allumettes, eh bien on peut réaliser ses rêves. À ne pas confondre avec les vœux. Les rêves, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus égoïste, de beaucoup plus bête finalement, on se rend compte, puisqu'en fait, dans ce manga, on va suivre différentes petites histoires dans lesquelles à chaque fois, eh bien, Rin va vendre une boîte d'allumettes, des fois elle va donner carrément une boîte d'allumettes échantillon à des gens qui ont envie de réaliser leurs rêves, mais c'est des rêves qui sont vraiment très égoïstes et qui tournent toujours mal.
Quoi qu'il en soit, quand ils utilisent ces allumettes chimériques, ça se retourne toujours à un moment donné contre eux. On va être face à des cas différents, des gens qui veulent réussir, qui veulent être les meilleurs, qui veulent écraser les autres. Il y a toujours un fond de ces personnes-là très égoïstes, très méprisantes, des personnes qui sont tout simplement jalouses des autres et qui veulent les surpasser d'une manière, eh bien, on va dire, sans effort, puisqu'elles ont l'impression que ces allumettes magiques vont leur permettre de réaliser leurs rêves, sauf qu'en fait, eh bien, au final, c'est jamais quelque chose qui va bien tourner et j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal d'humour. On n'est pas vraiment sur un truc hyper sombre. On se rend compte, oui, que les humains qui font justement le choix d'utiliser ces allumettes, eh bien, c'est pas des bonnes personnes. C'est des gens qui n'ont pas trop envie de se fouler ou quoi, ou qui justement se sont un petit peu trop foulés, voient qu'autour d'eux il y a des gens qui réussissent alors qu'ils ont l'air de faire ça sans effort. Ça les bouffe tout simplement, la jalousie les bouffe et ils ont envie de se venger contre ces gens-là. À ne pas confondre avec un autre personnage qui s'appelle Shim, quelque chose comme ça. Je vous montrerai le nom quelque part parce que j'ai un doute sur le prénom de la jeune fille qui est elle une vendeuse de bougies. Ces bougies à elle réalisent les vœux, donc c'est un petit peu plus de puissance, mais c'est tout aussi dévastateur pour les personnes qui vont les utiliser. Il y a beaucoup d'humour, il y a un personnage qui va être récurrent à l'histoire, qui va accompagner Rin par la suite dans ses différentes rencontres, même si en fait finalement Rin elle a sa boutique, mais elle se retrouve toujours à vouloir aider plus ou moins à intervenir dans la vie des gens en leur proposant cette boîte d'allumettes et en observant plus ou moins de loin le désastre que celles-ci vont produire. Et il y a un petit personnage qui va être touché par cette histoire d'allumettes et qui va se retrouver transformé et du coup va continuer l'histoire aux côtés de Rin. Et ça vraiment c'est un moment que j'ai trouvé très très drôle. C'est vraiment une lecture détente que j'ai beaucoup aimé. Au niveau des dessins, déjà les couvertures comme je l'ai dit sont complètement dingues. On a des pages couleurs au début des tomes qui sont très très belles, comme le fait quasi systématiquement d'ailleurs Komiku avec ses séries. Il y a beaucoup de séries où on a des très belles pages couleurs. À un moment donné, elle va même vendre une boîte d'allumettes à un rocher qui veut protéger une fleur. C'est assez décalé comme univers et j'aime beaucoup parce que c'est original, c'était très sympathique. Après il n'y a pas tant de côté aventure que ça, je trouve qu'on est plus dans le côté fun, dans le côté comédie. Je vous cherche justement voilà, le fameux personnage que j'aime beaucoup et qui est un personnage qui va être récurrent à l'histoire et qui tourne un petit peu au milieu et voilà. J'ai vraiment bien aimé ma lecture de ces deux premiers tomes que je vous recommande. Voilà, si vous les voyez en librairie, il y a un extrait disponible en ligne, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos bien évidemment si vous voulez lire le début de l'histoire et les tomes sont vendus au prix de 7,90 €. C'est un manga qui est conseillé à partir de 14 ans et plus. Voilà, vous pouvez le commencer même je trouve un tout petit peu plus jeune, pas trop jeune non plus parce qu'il y a des scènes un tout petit peu sombres, mais après voilà, c'est pas du tout violent. C'est surtout très plaisant de voir comment finalement les rêves très égoïstes des gens vont se retourner contre eux à la fin. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet sans spoil bien évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me dire si la petite fille aux allumettes était déjà dans votre wishlist, si peut-être vous découvrez ce titre avec cette vidéo, si vous comptez ou pas du coup vous le procurer. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!